Il est étrange de penser que tout ce que nous appelons proche est, en réalité, presque insignifiant à l'échelle cosmique. La maison où vous vous trouvez, la ville autour de vous, la planète entière, tout cela semble immense tant que nous n'essayons pas de regarder au-delà. Notre cerveau a évolué pour comprendre des distances humaines. Quelques mètres, quelques kilomètres, peut-être, avec un effort, la distance entre la Terre et la Lune. Mais dès que nous tentons d'imaginer l'univers, quelque chose se brise doucement dans notre compréhension. Les repères disparaissent. Les comparaisons cessent de fonctionner. Et ce qui reste n'est pas de la confusion, mais un silence étrange, presque vertigineux. Car l'univers n'est pas simplement grand. Il est grand d'une manière qui échappe totalement à l'intuition humaine. Même les scientifiques, armés de mathématiques, de modèles et d'observations précises, savent qu'ils décrivent quelque chose que l'esprit ne peut jamais réellement visualiser. Ils peuvent mesurer. Ils peuvent calculer. Mais comprendre, au sens profond du mot, est une autre histoire. Ce documentaire n'a pas pour but de vous submerger. Il ne cherche pas à impressionner par des chiffres ou des distances abstraites. Au contraire, nous allons avancer lentement, étape par étape, depuis le sol sous nos pieds jusqu'aux confins observables du cosmos. Nous allons reconstruire l'échelle de l'univers de la seule manière possible pour un esprit humain, en partant de ce qui est familier, puis en élargissant progressivement notre regard, jusqu'au point où les notions ordinaires de distance et de taille cessent d'avoir un sens. Et peut-être qu'au terme de ce voyage, vous ne comprendrez pas l'univers au sens strict. Mais vous ressentirez quelque chose de plus rare. Une nouvelle perspective. Une humilité tranquille. Et une étrange sensation de calme face à l'immensité. Car lorsque l'on réalise à quel point l'univers est vaste, nos propres inquiétudes semblent, pour un instant, devenir plus légères. Prenez le temps. Respirez. Nous commençons ici, sur Terre, avant de nous laisser doucement dériver vers l'infini. Avant de parler d'univers, il faut d'abord comprendre à quel point notre perception de la Terre elle-même est trompeuse. À notre échelle, la planète semble immense. Traverser un continent prend des heures de vol. Faire le tour du globe paraît être une aventure majeure. Les océans semblent infinis, les montagnes éternelles. Et pourtant, dès que nous prenons un peu de recul, cette impression commence déjà à s'effriter. Vue depuis l'espace proche, la Terre devient une sphère fragile, suspendue dans le vide. Une fine couche d'atmosphère l'enveloppe, si mince qu'elle ressemble presque à un voile. Tout ce qui permet la vie, l'air, l'eau, les écosystèmes, les civilisations entières, tient dans cette pellicule délicate. Même à cette étape, quelque chose change dans notre regard. La planète cesse d'être un monde sans limite et devient un objet, un corps céleste parmi d'autres. Mais notre cerveau résiste encore. Il s'accroche à l'idée que la Terre reste grande, dominante, centrale. Après tout, c'est ici que tout commence pour nous. Pourtant, si nous pouvions la réduire à la taille d'une bille posée dans votre main, l'atmosphère serait plus fine qu'une trace de poussière à sa surface. Les océans ne seraient qu'un léger reflet. Les continents, à peine perceptibles. À cette échelle, la planète révèle déjà une vérité inconfortable. Même ce que nous appelons immense dans notre vie quotidienne est en réalité incroyablement petit. Et ce n'est que le début. Car la Terre n'existe jamais seule. Elle est en mouvement constant, entraînée dans une danse bien plus vaste. Elle tourne sur elle-même, puis autour de son étoile, sans jamais s'arrêter. Chaque seconde, sans que nous le ressentions, nous filons à travers l'espace à une vitesse que notre intuition refuse d'admettre. La sensation de stabilité que nous éprouvons n'est qu'une illusion créée par la constance du mouvement. Nous ne sommes pas immobiles. Nous voyageons en permanence. À ce stade du voyage, l'échelle commence déjà à se fissurer. La Terre n'est plus le centre. Elle devient un point de départ. Et lorsque nous quittons mentalement sa surface pour regarder au-delà, une nouvelle structure apparaît. Plus vaste, plus dominante, et encore plus difficile à saisir. Car pour comprendre la véritable taille de l'univers, il faut d'abord accepter une idée troublante. Même notre planète, avec toute son histoire, toute sa complexité et toute sa vie, n'est qu'un détail minuscule dans une structure bien plus grande. Dans le prochain mouvement de ce voyage, nous quitterons la Terre pour suivre son orbite, et découvrir ce que signifie réellement faire partie d'un système solaire. Et c'est là que l'échelle commence à changer d'une manière que l'esprit humain n'oublie jamais tout à fait. Lorsque nous quittons mentalement la Terre, la première structure qui se révèle est le système solaire. À première vue, cela semble être un ensemble dense, organisé, presque compact. Une étoile centrale, entourée de planètes, de lunes,
d'astéroïdes et de poussière. Mais cette impression disparaît dès que l'on commence à penser en termes de distance réelle. Le Soleil domine tout. Il contient presque toute la matière de ce système, au point que les planètes paraissent n'être que des fragments secondaires, capturés par sa gravité. Et pourtant, même cette étoile gigantesque n'occupe qu'une fraction minuscule de l'espace qui l'entoure. Si le Soleil était réduit à la taille d'une balle posée au centre d'un immense terrain, la Terre ne serait qu'un grain de poussière presque invisible, placé très loin de lui. Les autres planètes s'étendraient à des distances si grandes que l'ensemble semblerait étrangement vide. Car le système solaire n'est pas rempli. Il est presque entièrement composé de silence et de vide. Les planètes ne forment pas une ronde serrée. Elles sont séparées par des espaces si vastes que même la lumière met un temps perceptible à les traverser. Les orbites ne sont pas des chemins visibles, mais des trajectoires mathématiques dessinées dans le néant. Même les régions que l'on imagine encombrées, comme la ceinture d'astéroïdes, sont en réalité presque désertes. Les objets y sont si éloignés les uns des autres qu'une traversée se ferait sans jamais croiser quoi que ce soit. À ce stade, notre cerveau commence à rencontrer une difficulté nouvelle. Il n'y a plus rien à voir entre les objets. Plus de paysages. Plus de repères familiers. Seulement des points minuscules perdus dans une immensité disproportionnée. Et pourtant, même ce vaste système, où les distances dépassent déjà toute intuition humaine, n'est encore qu'un fragment local. Un voisinage immédiat. Une bulle gravitationnelle autour d'une étoile parmi des milliards d'autres. Lorsque nous regardons le système solaire de l'extérieur, il cesse d'être un monde. Il devient une configuration temporaire, un arrangement particulier de matière, flottant dans une structure bien plus grande. Notre étoile n'est pas immobile. Elle traverse la galaxie, entraînant avec elle toutes ses planètes, comme un cortège silencieux. Le système solaire lui-même est en voyage, emporté dans un mouvement collectif que nous ne ressentons jamais. À ce point du parcours, une idée commence à s'imposer doucement. Même ce que nous appelons notre système n'est pas une unité fondamentale. C'est un détail local dans une architecture bien plus vaste. Et lorsque nous élargissons encore notre regard, ce qui apparaît ensuite n'est plus un simple système. C'est une structure si grande que même le mot « immense » commence à perdre sa signification. La prochaine étape nous entraîne hors du système solaire, vers l'ensemble qui contient toutes les étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne. Une galaxie. Et c'est là que l'échelle de l'univers bascule définitivement hors de toute intuition humaine. Lorsque nous quittons le système solaire, il n'y a pas de frontière visible. Aucune ligne. Aucun mur. Seulement un glissement progressif vers une échelle plus vaste. Peu à peu, notre étoile cesse d'être un centre. Elle devient un point parmi d'autres, perdu dans une immense structure lumineuse. Cette structure, nous l'appelons la Voie lactée. Depuis la Terre, elle apparaît comme une bande pâle traversant le ciel nocturne. Une lueur diffuse, presque fragile, que l'on remarque à peine dans un monde éclairé artificiellement. Mais cette apparence est trompeuse. La Voie lactée n'est pas un décor. C'est une galaxie entière, contenant une multitude d'étoiles si vastes que le cerveau humain ne peut en former une image complète. Chaque point lumineux que vous voyez à l'œil nu appartient presque toujours à cette même structure. Des étoiles éloignées les unes des autres par des distances que même la lumière met des années à parcourir. Et pourtant, toutes liées dans une même rotation lente et silencieuse. Vue de l'extérieur, la Voie lactée prend la forme d'un disque colossal, traversé par des bras spiraux. Des régions où naissent des étoiles. D'autres où elles meurent. Des nuages de gaz, de poussière et de matière invisible qui maintiennent l'ensemble cohérent. Mais notre cerveau n'a jamais vu cette image directement. Nous vivons à l'intérieur de cette galaxie, incapables d'en prendre le recul nécessaire. Tout ce que nous savons de sa forme est reconstruit, déduit, calculé à partir d'indices fragmentaires. Même ainsi, l'échelle défie l'intuition. Si le système solaire était réduit à la taille d'un grain de sable, la Voie lactée serait plus large qu'une ville entière. Et ce grain de sable ne serait même pas placé au centre. Il flotterait quelque part dans un bras spiral, loin du cœur lumineux. À ce niveau, les distances cessent d'avoir un sens émotionnel. Les années deviennent trop petites. Les voyages imaginaires deviennent impossibles. La galaxie n'est plus un espace que l'on peut traverser mentalement. Elle devient une structure abstraite, presque mathématique. Et pourtant, même cette immensité n'est pas exceptionnelle. La Voie lactée n'est ni la plus grande, ni la plus dense, ni la plus étrange des galaxies. Elle est une parmi d'innombrables autres,
chacune contenant ses propres milliards d'étoiles, ses propres systèmes planétaires, ses propres histoires cosmiques. À ce stade, une vérité silencieuse s'impose. Tout ce que nous avons considéré jusqu'ici comme vaste, la Terre, le système solaire, même la galaxie entière, commence à rétrécir dans notre perception. Car lorsque nous élargissons encore notre regard, la Voie lactée elle-même devient un simple point lumineux dans un espace bien plus vaste. La prochaine étape nous fait quitter la galaxie. Elle nous entraîne vers les structures qui contiennent non pas des étoiles, mais des galaxies entières. Et c'est là que l'échelle de l'univers cesse définitivement d'être quelque chose que l'esprit humain peut appréhender. Lorsque nous quittons la Voie lactée, l'espace ne devient pas soudainement vide. Au contraire, une nouvelle organisation apparaît, plus vaste, plus lente, et encore plus difficile à concevoir. Les galaxies ne sont pas réparties au hasard. Elles se rassemblent. Elles se regroupent sous l'influence de forces invisibles, dessinant des structures d'une ampleur inimaginable. Ces regroupements sont appelés amas de galaxies. À première vue, un amas peut sembler être une simple collection de galaxies proches les unes des autres. Mais cette impression est trompeuse. Un amas n'est pas seulement un ensemble d'objets lumineux. C'est une entité gravitationnelle, liée par une immense quantité de matière que nous ne pouvons pas voir directement. La majorité de la masse d'un amas n'émet aucune lumière. Elle est silencieuse, invisible, mais son influence est omniprésente. Sans elle, les galaxies se disperseraient lentement dans le vide. À cette échelle, les distances entre les galaxies deviennent presque absurdes. Chaque galaxie est elle-même un univers d'étoiles, séparé des autres par des océans de vide. Et pourtant, dans un amas, ces univers entiers sont liés dans une danse lente qui peut durer des milliards d'années. Le mouvement ici est différent de tout ce que nous connaissons. Rien ne se précipite. Rien ne s'effondre brutalement. Tout évolue à un rythme cosmique, presque immobile à nos yeux. Lorsque nous observons ces amas depuis la Terre, nous ne voyons que des points flous, parfois déformés. Mais derrière ces images se cache une architecture colossale, où des centaines, parfois des milliers de galaxies sont maintenues ensemble par une toile gravitationnelle invisible. Et même ces amas ne sont pas isolés. Ils se rassemblent eux-mêmes en structures encore plus vastes. Des regroupements d'amas, liés par des filaments de matière qui s'étendent sur des distances que notre cerveau refuse d'imaginer. À ce stade, une transformation subtile s'opère dans notre perception. Les galaxies cessent d'être des objets principaux. Elles deviennent des particules, des points lumineux servant à révéler la forme d'une structure bien plus grande. Nous ne regardons plus des étoiles. Nous observons la géométrie de l'univers lui-même. Et cette géométrie n'est ni uniforme ni chaotique. Elle dessine un motif étrange, à la fois délicat et gigantesque, qui relie toutes les grandes structures cosmiques entre elles. La prochaine étape de notre voyage nous fera suivre ces connexions invisibles. Elle nous conduira vers la plus grande structure connue de l'univers, un réseau si vaste qu'il redéfinit ce que signifie le mot « immensité ». C'est là que l'univers cesse d'être une collection d'objets. Il devient une toile. Lorsque nous prenons encore plus de recul, les amas de galaxies cessent d'apparaître comme des entités isolées. Ils se révèlent être les nœuds d'un réseau immense, reliés entre eux par des filaments presque imperceptibles. Cette structure est appelée la toile cosmique. À cette échelle, l'univers ressemble moins à un espace rempli d'objets qu'à une vaste architecture. Des filaments de matière s'étendent sur des distances inimaginables, reliant les amas de galaxies comme les fils d'une toile délicate et colossale à la fois. Entre ces filaments se trouvent de vastes régions presque vides. Des zones où il n'y a ni galaxies, ni étoiles, ni lumière perceptible. Des volumes si immenses que des millions de galaxies pourraient y tenir, et pourtant, presque rien ne s'y trouve. La toile cosmique n'est pas un motif décoratif. Elle est le résultat direct de l'histoire de l'univers. Une conséquence des minuscules irrégularités présentes au tout début, amplifiées lentement par la gravité au fil du temps. Ce qui est frappant, c'est que cette structure n'est pas visible directement. Nous ne la voyons qu'en cartographiant la position de millions de galaxies et en laissant leur distribution révéler la forme cachée de l'univers. À ce niveau, la matière ordinaire devient presque secondaire. Ce qui domine la forme de la toile, ce sont des composantes invisibles, des influences gravitationnelles silencieuses qui sculptent l'espace sans jamais se montrer. Notre cerveau, habitué à penser en termes d'objets et de surface, commence ici à perdre ses repères. Il n'y a plus de centre évident. Plus de haut ni de bas. Seulement une structure qui s'étend dans toutes les directions. Même la notion de distance devient étrange.
Traverser un filament ou franchir un vide cosmique ne peut plus être imaginé comme un voyage. Ce sont des échelles de temps et d'espace qui dépassent toute expérience possible. À ce stade, l'univers ne ressemble plus à un endroit que l'on pourrait explorer. Il devient un phénomène global. Un tout cohérent, façonné par des lois simples mais appliquées sur des dimensions presque inconcevables. Et pourtant, même cette toile gigantesque n'est pas infinie dans notre perception. Elle possède une limite observable, un horizon au-delà duquel nous ne pouvons pas voir, non pas parce qu'il n'y a rien, mais parce que l'univers a un âge fini. La prochaine étape de notre voyage nous conduira vers cette frontière ultime. Là où la lumière elle-même marque une limite à notre connaissance. Et c'est à ce point précis que la véritable échelle de l'univers commence à dépasser non seulement notre imagination, mais aussi notre compréhension la plus profonde. Lorsque nous suivons la toile cosmique jusqu'à ses extrémités visibles, nous atteignons une frontière étrange. Ce n'est pas un mur. Ce n'est pas une fin physique. C'est une limite définie par le temps lui-même. Cette frontière est appelée l'univers observable. Elle existe pour une raison simple mais profonde. La lumière met du temps à voyager. Et l'univers n'a pas existé éternellement dans sa forme actuelle. Lorsque nous regardons très loin dans l'espace, nous regardons aussi très loin dans le passé. La lumière des galaxies les plus lointaines a commencé son voyage alors que l'univers était encore jeune, bien avant la formation de nombreuses structures que nous connaissons aujourd'hui. Au-delà d'une certaine distance, la lumière n'a tout simplement pas eu le temps de nous atteindre. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien. C'est parce que le temps disponible depuis l'origine de l'univers est limité. À ce stade, notre intuition échoue presque complètement. Nous avons tendance à imaginer une sphère, avec la Terre près du centre et une bordure lointaine tout autour. Mais cette image est trompeuse. Chaque point de l'univers possède son propre horizon observable. Chaque observateur, où qu'il se trouve, voit une limite différente, définie par sa position et par l'histoire de l'expansion cosmique. L'horizon observable n'est donc pas une frontière universelle. C'est une frontière personnelle, liée à notre place dans le cosmos et au moment où nous existons. Lorsque nous observons les régions les plus lointaines, nous ne voyons pas des galaxies telles qu'elles sont aujourd'hui. Nous voyons des versions anciennes, parfois à peine formées, parfois encore enveloppées de gaz primordial. Certaines de ces lumières proviennent d'époques où les premières étoiles commençaient tout juste à s'allumer. D'autres remontent encore plus loin, à une époque où l'univers était si dense et si chaud que la lumière ne pouvait même pas voyager librement. À cette distance extrême, l'univers devient moins un espace rempli d'objets qu'un enregistrement du temps lui-même. Une archive lumineuse de son histoire. Et plus nous regardons loin, plus cette archive devient floue, non pas à cause de nos instruments, mais à cause des limites fondamentales imposées par la physique. Ici, l'idée même de « plus loin » perd son sens habituel. Il n'y a pas de route à prolonger. Pas de voyage possible. Seulement une limite douce, imposée par la nature du temps et de la lumière. La prochaine étape de notre réflexion nous pousse encore plus loin, non pas dans l'espace, mais dans la compréhension de ce que signifie cette limite. Car au-delà de l'univers observable, il pourrait exister bien plus que ce que nous pouvons voir. Un espace immense, peut-être infini, qui restera à jamais hors de notre portée directe. Et c'est là que la véritable immensité de l'univers commence à prendre une dimension presque philosophique. Lorsque nous atteignons la limite de l'univers observable, une question surgit presque naturellement. Qu'y a-t-il au-delà? Ce n'est pas une question naïve. C'est une interrogation profonde, née du fait que l'horizon observable n'est pas une frontière de l'existence, mais une frontière de notre information. Rien dans les lois connues de la physique n'indique que l'univers s'arrête là où notre vision s'arrête. Au contraire, tout suggère que l'espace continue, silencieux et indifférent à notre capacité de l'observer. Au-delà de l'horizon, il pourrait exister des régions semblables à celles que nous connaissons. Des galaxies, des amas, des structures encore plus vastes, organisées selon les mêmes lois fondamentales. Ou peut-être quelque chose de radicalement différent. Des régions où les constantes physiques varient légèrement. Des univers locaux aux propriétés étranges, impossibles à comparer directement avec le nôtre. À ce stade, notre cerveau atteint une limite claire. Il ne s'agit plus seulement de distances trop grandes. Il s'agit d'informations qui ne peuvent, par définition, jamais nous parvenir. Même avec des instruments parfaits, même avec une technologie inimaginable, ces régions resteraient inaccessibles. Non pas par manque de puissance, mais parce que le temps lui-même ne permet pas le contact. C'est ici que la notion de taille devient profondément abstraite.
Parler de l'univers comme « grand » n'a plus de sens ordinaire. Il pourrait être immense au-delà de toute mesure. Ou même infini, sans bord, sans centre, sans fin. Et pourtant, cette immensité ne se manifeste pas comme une explosion de complexité. Elle se révèle comme un calme absolu. Une continuité silencieuse de l'espace et du temps. À cette échelle, même la toile cosmique pourrait n'être qu'un motif local, répété encore et encore, au-delà de tout ce que nous pouvons voir. Lorsque nous essayons d'imaginer cela, notre esprit ne produit plus d'images. Il produit des sensations. Un vertige doux. Une impression d'ouverture sans limite. Ce n'est pas une faiblesse de notre cerveau. C'est une conséquence directe de son évolution. Nous ne sommes pas faits pour comprendre l'infini, mais pour survivre à une échelle bien plus modeste. Et pourtant, le simple fait que nous puissions poser cette question, que nous puissions concevoir l'existence de quelque chose que nous ne verrons jamais, est déjà remarquable. Car à ce point du voyage, la véritable leçon de l'échelle cosmique n'est plus scientifique. Elle devient existentielle. Nous réalisons que notre place dans l'univers n'est pas définie par la taille, ni par la centralité, ni par l'importance cosmique. Elle est définie par la capacité à observer, à réfléchir et à ressentir l'immensité, même lorsque celle-ci dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Dans la dernière étape de ce voyage, nous reviendrons doucement vers nous-mêmes. Non pour réduire l'univers, mais pour comprendre ce que cette immensité signifie pour l'esprit humain. Face à la véritable échelle de l'univers, notre cerveau ne réagit pas par le calcul, mais par l'émotion. Il ne tente pas de mesurer. Il tente de protéger. L'esprit humain s'est formé dans un monde de distances courtes, de menaces immédiates, d'objets que l'on pouvait saisir, éviter ou atteindre. Tout ce qui dépasse ce cadre devient abstrait, presque irréel. Lorsque nous entendons parler de distance cosmique, les mots perdent leur ancrage. Ils cessent de correspondre à une expérience vécue. Ils deviennent des symboles vides, sans poids émotionnel réel. C'est pourquoi l'univers nous semble parfois lointain, presque détaché de notre existence. Non pas parce qu'il est sans lien avec nous, mais parce que notre cerveau n'a aucun outil intuitif pour le représenter. Même les comparaisons les plus ingénieuses finissent par échouer. Réduire la Terre à un grain, la galaxie à une ville, l'univers à une carte abstraite aide un instant. Mais très vite, l'esprit cesse de suivre. Il se produit alors quelque chose d'étrange. Au lieu d'augmenter la compréhension, l'accumulation d'échelles provoque une forme de saturation mentale. L'immensité devient un concept flou, dépourvu de contours. Cette réaction n'est pas un défaut. C'est une limite naturelle. Le cerveau fonctionne par récit, par relation, par proximité. Il comprend mieux une histoire qu'un chiffre. Un mouvement qu'une étendue. Une transformation qu'une dimension statique. C'est pourquoi, face à l'univers, ce qui nous touche le plus n'est pas sa taille brute, mais son évolution. Le fait qu'il ait une histoire. Un commencement observable. Une transformation lente, encore en cours. Lorsque nous réalisons que la lumière que nous voyons a voyagé pendant presque toute l'histoire cosmique, l'échelle cesse d'être spatiale. Elle devient temporelle. Et c'est là que notre esprit trouve enfin un point d'ancrage. Nous ne comprenons pas l'univers parce qu'il est grand. Nous commençons à le ressentir parce qu'il est ancien. À travers le temps, les distances prennent une autre signification. Elles cessent d'être des étendues impossibles à traverser. Elles deviennent des récits lumineux, des messages venus d'un passé lointain. C'est cette translation, de l'espace vers le temps, qui permet à notre cerveau de ne pas se perdre totalement face à l'immensité. Et pourtant, même ainsi, une part de l'univers reste hors de portée. Non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'elle est trop grande pour être contenue dans une pensée humaine. Dans la dernière étape de ce voyage, nous allons rassembler tout ce que nous avons traversé. Non pour réduire l'univers à quelque chose de compréhensible, mais pour accepter sereinement ce que nous ne pourrons jamais pleinement saisir. Lorsque l'on parcourt mentalement toute l'échelle de l'univers, quelque chose change silencieusement en nous. Non pas une information nouvelle, mais une sensation plus profonde, plus stable. Nous avons commencé ce voyage sur Terre, dans un monde familier, rassurant, à l'échelle de nos pas et de notre souffle. Puis, lentement, cette échelle s'est élargie, jusqu'à dépasser tout ce que l'esprit humain peut véritablement contenir. À chaque étape, ce qui semblait immense est devenu petit. À chaque recul, ce qui paraissait fondamental s'est révélé être un détail. Et pourtant, rien de ce que nous avons traversé n'a perdu sa valeur. La Terre n'est pas moins précieuse parce qu'elle est petite.
Le système solaire n'est pas moins remarquable parce qu'il n'est qu'un point dans une galaxie. La Voie lactée n'est pas moins majestueuse parce qu'elle n'est qu'une parmi tant d'autres. La véritable leçon de l'échelle cosmique n'est pas la diminution. C'est la relation. Chaque niveau d'existence existe parce qu'il s'inscrit dans un niveau plus vaste. Chaque structure tient parce qu'elle est portée par une autre. L'univers n'est pas une accumulation d'objets. C'est une continuité. Lorsque nous acceptons cela, une forme de calme apparaît. L'immensité cesse d'être écrasante. Elle devient accueillante. Nous comprenons alors que notre incapacité à saisir la taille réelle de l'univers n'est pas une faiblesse intellectuelle. C'est simplement le signe que nous faisons partie de quelque chose de bien plus vaste que nous. Et faire partie n'exige pas de tout comprendre. Dans un cosmos aussi immense, notre importance ne vient pas de notre taille, ni de notre durée. Elle vient de notre capacité à observer, à questionner et à ressentir. L'univers n'a pas besoin de nous pour exister. Mais nous avons besoin de l'univers pour nous situer. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, ce que nous voyons n'est pas seulement de la lumière ancienne. C'est un miroir silencieux qui nous rappelle notre place. Une place modeste, mais réelle. Fragile, mais consciente. Dans l'immensité cosmique, chaque pensée humaine est infinitésimale. Mais c'est précisément cette petitesse qui lui donne du sens. Car au sein d'un univers presque entièrement silencieux, la conscience est rare. La réflexion est précieuse. L'émerveillement est exceptionnel. Comprendre que nous ne comprendrons jamais tout n'est pas une fin. C'est une ouverture. Cela nous libère de l'illusion du contrôle. Cela nous invite à la curiosité plutôt qu'à la certitude. Et peut-être que c'est cela, au fond, le véritable cadeau de l'échelle cosmique. Non pas nous montrer à quel point l'univers est grand, mais nous apprendre à être à l'aise avec ce qui nous dépasse. Alors, lorsque vous quitterez cette vidéo, ne cherchez pas à retenir les distances ou les structures. Laissez plutôt cette sensation demeurer. Le sentiment que, quelque part dans un univers d'une taille inimaginable, vous existez, vous observez, et vous réfléchissez. Et cela, à sa manière discrète, est déjà quelque chose de profondément extraordinaire. Si ce voyage vous a apporté un peu de calme, un peu de perspective, ou simplement un moment de pause, alors prenez-le avec vous. Car dans un cosmos aussi vaste, prendre le temps de contempler est peut-être l'un des actes les plus humains qui soient.